Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un concept vraiment central quand on parle de trauma, la dissociation. C'est un mot qui circule beaucoup et qui, on va se le dire, peut faire un peu peur. L'idée ici, c'est de le démystifier, tout simplement. Oui, c'est vrai que ce mot peut impressionner, et c'est tout à fait normal. On l'associe souvent à des choses assez lourdes. Mais pour vraiment saisir de quoi il s'agit, il faut regarder un peu plus loin que cette première impression. Alors allons-y, voyons ce qui se cache vraiment derrière. Et voilà. Le point de départ, la chose la plus importante à retenir, c'est ça. La dissociation, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie. C'est avant toute chose un mécanisme de protection super intelligent en fait. Il est câblé dans notre système nerveux pour nous aider à survivre. Ok, maintenant, explorons un peu cette idée que c'est un mécanisme universel. Parce que la dissociation, dans ses formes les plus douces, c'est une expérience qu'on a quasiment tous et toutes déjà faite, sans même le savoir. Si on devait donner une définition simple, ce serait celle-là. La dissociation, c'est une sorte de mise à distance mentale. C'est un peu comme si une partie de notre conscience faisait un pas de côté par rapport à ce qui est en train de se passer, que ce soit une pensée, une émotion ou même le monde extérieur. Et concrètement, ça peut prendre plein de formes différentes. On peut avoir ce sentiment d'être un peu en dehors de soi-même, comme si on se regardait dans un film. Ou alors cette impression bizarre que le monde n'est pas tout à fait réel. Ça peut aussi être des trous de mémoire, des blancs, ou juste une difficulté à sentir ses émotions. Et là, on a l'exemple parfait, celui qui parle à tout le monde. Ce fameux trajet en voiture où, tout d'un coup, on arrive à destination en se disant « Mince, j'ai rien vu du trajet ». On était complètement ailleurs, perdu dans nos pensées. Et bien voilà, ça c'est une forme légère et tout à fait banale de dissociation. Le cerveau s'est mis en pilote automatique. Bon, maintenant qu'on a vu le côté universel, passons à la façon dont ce mécanisme s'enclenche quand il y a un vrai danger. C'est là que son rôle de protection devient absolument essentiel. Face à un danger, notre système nerveux a, disons, une procédure standard. D'abord, il évalue. Est-ce que je peux combattre? Est-ce que je peux fuir? Et si aucune des deux options n'est possible, il peut passer en mode sidération, le freeze, l'immobilité totale. Et c'est là toute la question. Que se passe-t-il quand on est piégé? Quand ni se battre, ni s'enfuir, ni même se figer ne peuvent nous sortir de là. C'est à ce moment précis qu'une autre stratégie de survie se met en place. La dissociation devient alors l'ultime sortie de secours psychique. C'est un peu comme si notre esprit disait « Ok, là c'est trop violent, trop insupportable pour être vécu à 100%. » Alors il se met à distance pour nous protéger de l'impact émotionnel brut de l'événement. C'est une protection vitale. Il faut juste noter que ce mécanisme n'aura pas le même impact partout. Pour un trauma simple, disons un accident de voiture, la dissociation peut être une réaction très brève. Par contre, face à des traumas complexes qui sont répétés dans le temps, ce mécanisme peut devenir une véritable habitude de survie, au point de s'installer durablement. On a donc bien vu que c'est une protection. Mais alors, comment est-ce que ce mécanisme, si utile à un moment T, peut devenir un vrai défi au quotidien, bien après que le danger soit passé? Le point le plus important à garder en tête, c'est vraiment ça. La dissociation, ce n'est pas une maladie, c'est une adaptation. C'est la meilleure solution que le système nerveux a trouvée à un moment où il n'y en avait pas d'autre. Le problème, ce n'est pas le mécanisme, c'est quand il se déclenche pour rien. En fait, on assiste à un changement de fonction. Ce qui était une stratégie de survie géniale pendant l'événement traumatique peut devenir une sorte de réflexe un peu trop rigide qui se déclenche dans la vie de tous les jours, même quand il n'y a plus de danger. Et c'est ça qui crée de la déconnexion. Alors, on fait comment en thérapie? L'approche, ce n'est surtout pas de se battre contre ce mécanisme. C'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi il est toujours là. Et pour ça, le mot-clé, c'est la sécurité. Ça, c'est une idée reçue qu'on entend souvent. Mais non, l'objectif n'est jamais de supprimer la dissociation. Ce serait comme enlever violemment une béquille à quelqu'un qui ne sait pas encore marcher. C'est complètement contre-productif et ça peut même être dangereux. Le véritable objectif, il est là. Il s'agit de recréer petit à petit un environnement à la fois intérieur et extérieur qui soit suffisamment sûr pour que le système nerveux se dise « Ok, je peux me détendre, je n'ai plus besoin d'utiliser cette vieille stratégie ». En restaurant la sécurité, on permet une reconnexion, mais tout en douceur. Donc, si on devait résumer, premier point, la dissociation, c'est une protection, pas une maladie. Deuxièmement, le simple fait de comprendre ça permet déjà de poser un regard beaucoup plus bienveillant sur ces expériences. Et enfin, le chemin pour aller mieux passe forcément par un travail progressif qui respecte le rythme de la personne et qui met la sécurité au centre de tout. On va se quitter avec cette question. Plutôt que de voir ces parties de nous qui se déconnectent comme des adversaires, et si on essayait de les voir comme des gardiens qui ont une histoire à raconter, une histoire de survie? Peut-être que le simple fait de les écouter, c'est déjà le premier pas pour qu'ils puissent enfin se reposer. Merci de votre écoute.